Je suis désolée, je suis obligée de vous couper, mettez-vous à l'aise. Vous avez chaud là avec cette J'ai veste. chaud ou ça? Non, ça va. Mais T'aurais vu mon front le dégouliné déjà. Hein. Non mais Là, moi tu je veux vois, les savoir. frères. Non, mais c'est que sa Le veste est trop blouson qu'il a serrée sur acheté, lui. t'avais 14 ans quand Non, il a volé un chasseur. Je suis en train d'étouffer depuis un quart d'heure. Un videur de boîte. Un videur de boîte. Toi, Les de boîte, c'est pas quand même, ils ont des bombeurs, ça. Mais bon, Et bon, on a l'impression ça, on a l'impression c'est que un peu c'est cher un pour le bombeur. videur de non, boîte. il y a la quand même. qualité. C'est le de boîte des années Manu, 80. tu tiens cuir, Manu. Attends, t'es l'égérie, Arrête de faire du mouvement. Manu, le cuir, il aime bien. Si tu te lèves là, t'arrives pas à le fermer ton blouson. Mais je savais faire je te le montre, regarde, tranquillement. Vas-y. Regarde, c'est élastique, tu mets là. Vas-y, rentre d'abord. Non, Regarde, ça passe plus. non, là. c'est le pull. Et moi, je bloque ses oreilles ici. Ah ouais, bah. Videur Ça de me fait une boîte. armure, Videur de boîte. Mais videur de boîte avec l'oreillette. Avec Fais voir l'oreillette. de dos, fais voir de dos. Il y a le cintrage. Il a dit. Et là, là, avec son truc poté. Par contre, ah ouais, Il faut pas que tu si te je grattes fais le un dos. coup et je fais ça, T'exploses tout. t'entends derrière, c'est sûr. Fabrice Pancrate et sa veste très cintrée, c'était hier soir dans le vestiaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans le vestiaire, la seule émission sans présentateur, sans journaliste. Tous les soirs, nos consultants réagissent à l'actualité, partagent leurs souvenirs, leurs secrets de vestiaire. Ce soir, on accueille Franck Leboeuf. Bonsoir Franck. Bonsoir Sarah, ça va? Ça va et vous? Oh, écoutez, j'ai mon ami Christophe Dugarry, on va bien rigoler. Mais oui, Christophe Dugarry. Bonsoir Christophe. Salut Sarah. Comment ça va? Non, ça va? Bon, Très bien. Merci beaucoup. Très bien. C'est pas trop centré, c'est pas... On est pas mal. Allez, merci. William Gallas. Bonsoir William. William, il est en train de. Il est aux toilettes. Qu'est-ce qu'il fait? Il est aux toilettes. Bonsoir. Bonsoir William. Et là par contre, on parle du t-shirt ou pas? Non. Alors, tu veux essayer un truc? C'est ce qu'on appelle un t-shirt déstructuré. Voilà, bah, tu mets ce que tu veux derrière tout ça. Ouais. Comme le jeu de l'équipe de France. Déstructuré. C'est la mode en ce moment. C'est encore fashion. Ouais, c'est ça. C'est ça. Messieurs, vous le savez maintenant, tous les soirs, le vestiaire ouvre ses portes à un invité, étoile montante du demi-fond tricolore, vice-champion de France, espoir de cross il y a 3 ans. Il y a 18 mois, cet athlète français soignait un cancer du système lymphatique. Il a fait un retour fracassant l'hiver dernier pour se qualifier pour les championnats de France élite. Il a même fait un podium l'an dernier puisqu'il a terminé 3e de ces championnats de France élite. Merci d'accueillir monsieur Julien Samson. Bonsoir à vous. Salut Merci Julien, beaucoup. bienvenue. Merci. Ça c'est toi. Bonsoir Julien. Merci, je suis heureux d'être là ce soir. Merci de m'avoir invité. On est ravis que tu Bienvenue sois dans là. le vestiaire. C'est Samson, Merci alors beaucoup. c'est pas Samson, c'est C'est ça? Samson, ouais, tout à fait. D'accord. Pas Morgane Sanson. Première question, Julien, on l'a dit, vous revenez de loin. Comment allez-vous aujourd'hui? Effectivement, je reviens de loin, mais aujourd'hui tout va bien. Voilà, tout va mieux, on peut dire. T'es sorti d'affaires? Je suis sorti d'affaires. Ouais. C'est. En rémission complète. On appelle rémission ça, complète. voilà. D'accord. Le terme médical, rémission complète. D'accord. Alors on va revenir un peu au début de ce qui vous est arrivé en août 2015. Fatigué, Julien, vous consultez et là le diagnostic tombe, c'est un cancer du système lymphatique. Comment est-ce que vous avez vécu d'abord cette annonce terrible? Alors effectivement, je consulte avec des sueurs nocturnes et des douleurs thoraciques. Donc j'ai la chance de travailler à l'hôpital. Donc je suis bien entouré en fait. Et voilà, effectivement, je consulte un cardiologue pour des simples contrôles. Et effectivement, voilà, un cancer, un lymphome de Hodgkin en fait, de stade 2. Donc Votre maman, en fait, qui est infirmière, va elle aussi très vite se rendre compte de ce qui se passe et Oui, vous tout à aider fait, aussi à comprendre ce diagnostic. Tout à fait, voilà. Alors, du coup, j'ai été orienté vers un médecin spécialisé, la médecine interne en fait, spécialisé dans ce genre de soucis, et donc qui m'a décrété en fait un ganglion au niveau du cou, d'où j'ai été d'ailleurs opéré de ça pour un diagnostic plus approfondi et pour voir un petit peu le traitement adapté, voilà, pour savoir quelle sera la procédure à prendre, les traitements utilisés. Et effectivement, voilà, j'ai ma maman qui m'a toujours suivi dans tous ces moments, et à l'annonce de cette maladie, d'où d'ailleurs j'ai appris par moi-même ou par les
par Internet et tout ça, parce qu'on n'annonce jamais réellement le mot cancer auprès du patient, voilà, de peur de l'effrayer et pour pas l'inquiéter. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai appris aussi, en voyant ma maman pleurer, alors que en fait, j'étais pas censé la voir pleurer. Et ce jour-là, j'ai fait demi-tour. Parce que j'avais sûrement oublié de lui demander quelque chose. Et je l'ai vu en pleurs devant ses collègues. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passait et que c'était pas normal. Et moi-même, je le comprenais pas forcément. Et après, j'ai vite compris qu'il y avait un souci et voilà, qu'il fallait mettre des protocoles et de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Voilà, c'est ça. Donc, T'as fait chimio et radio? oui, tout à fait. Les deux, ouais. On peut en sourire maintenant, c'est du passé. Voilà, maintenant c'est du passé, l'avenir est devant moi. T'as quel âge là? J'ai 25 ans. Donc, Chimiothérapie et radiothérapie, des traitements lourds à l'hôpital Ambroise Paré, là où en plus vous travaillez, puisque vous êtes brancardier en radiologie ça, dans la vie de tous les jours. Pendant ces 6 mois de traitement, Julien, vous n'arrêtez pas de courir. Au contraire, on va écouter votre entraîneur Jean-Baptiste Concordeau qui dit que l'athlétisme a même été pour vous un chemin vers la guérison. Écoutez. Même s'il se retrouvait derrière, même derrière les filles, derrière tout le monde, il faisait sa séance, il faisait son volume de travail à des allures beaucoup moins élevées que d'habitude. Mais il était là, il s'est accroché, des fois c'était dur, donc je lui disais t'inquiète pas, dès que tu n'auras plus les médicaments, dès que tu n'auras plus la chimio, ça ira mieux. Tout le temps là, volontaire, il n'a pas lâché l'affaire et je pense que ça l'a beaucoup aidé dans sa guérison aussi, quoi. Ouais, sous chimio, tu continues à t'entraîner Oui, c'est ça, voilà. Alors ma première question au médecin, en fait, à l'annonce de cette nouvelle dramatique, on va dire, puisque on peut le dire, c'est une période quand même difficile. Effectivement, ma première question, ça n'a pas été comment ça va se passer, comment les traitements vont se passer. En fait, ma première question, ça a été est-ce que je vais pouvoir recourir, comment ça va se passer pour moi au niveau de mes performances, tout ça. Voilà, et moi, ce que je voulais, c'est toujours continuer à courir et pouvoir m'entraîner, voilà, parce que j'avais pas d'amputation ou autre, de jambes cassées ou quoi que ce soit, et donc j'étais valide et j'avais besoin de tout ça. Moi, je suis à peu près sûr que c'est ce qui aussi mentalement t'a permis de tenir. Le lymphome, je connais, mon père est décédé d'un lymphome à 60 ans. J'ai un ami qui souffre d'un lymphome en ce moment et avec qui j'ai eu une grosse discussion à 2-3 jours parce que il a un certain âge et par moment tu sens qu'il veut lâcher et si tu lâches, et mon père, je crois que c'est ce qui l'a un peu tué, c'est que au lieu de, il n'avait pas de hobby, donc il n'avait pas d'intérêt en dehors de sa maladie, d'être focalisé sur sa maladie. Et je crois énormément continuer à essayer de vivre. C'est malheureux, c'est difficile à dire, je ne l'ai pas connu, donc c'est difficile à se mettre à ta place, ou à celle de mon père ou à de mon pote, mais si tu n'as pas quelque chose pour te distraire un petit peu, tu peux devenir fou. Mon père, il a eu son cancer en 96. En 98, on a gagné la Coupe du Monde. En fin août, il a fait des examens et je l'ai beaucoup impliqué pendant la Coupe du Monde, bien sûr, il est venu voir les matchs, mais après les célébrations et trucs comme ça. Fin août, rémission. Alors malheureusement, c'était pas une rémission complète, mais c'était une rémission. C'est revenu après, quelques années après, et il en est malheureusement décédé. Mais c'était extraordinaire. Personne ne pouvait comprendre pourquoi en un mois, il n'avait plus rien. Et moi, je crois en ça. Je crois qu'on n'est pas capable de cerner toutes les possibilités qu'on a. Et bravo, parce que physiquement, ça a dû être très très dur, je suppose, de continuer le sport. Mais je pense sincèrement, c'est ce qui t'a sauvé. J'y crois. Vous diriez que l'athlétisme a fait office de thérapie, Julien? Oui, effectivement, oui. Il a tout dit. Effectivement, je pense qu'on doit se pencher sur ce cas-là, le sport comme thérapie. Je pense que c'est important. Au début, les médecins, c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément pour continuer l'activité, parce que voilà, il y a le système immunitaire qui est vachement affaibli de par les produits et les médicaments injectés. Donc forcément, ça comporte certains risques dans les forêts. Oui, parce que tu pouvais tomber malade, puisque tu fais descendre tes défenses immunitaires à cause de la chimio. J'aurais pu faire des chocs septiques, par exemple. Dans les transports en commun, par exemple aussi. Voilà, tu as continué à vivre normalement. Voilà, j'ai continué à vivre normalement, même encore plus finalement. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la guérison. J'avais besoin de ça pour m'évader. Même j'avais l'impression aussi d'éliminer les produits, en fait, le surplus de produits de chimiothérapie, produits toxiques
j'ingérais quotidiennement. Et donc voilà, ça me permettait de voir du monde aussi, et au lieu de rester au fond de son lit ou voilà, en train de ressasser, voilà, ça m'est tombé dessus. Ça a été un mal pour un bien, donc voilà. Tu reviens plus fort aujourd'hui. Voilà, c'est ça, je reviens plus fort aujourd'hui. En tout cas, c'est une belle leçon comme de vie, ça. bravo. Ouais. Et au niveau, Bravo. de, Félicitations. au niveau de tes entraînements, tu avais des restrictions des docteurs où tu pouvais t'entraîner normalement même pendant ta... En fonction de la fatigue, c'était la fatigue qui dictait. Voilà, en fait, il n'y avait Ouais. pas de restrictions particulières. J'ai même demandé un certificat médical pour faire ma licence. Donc, en fait, il n'y avait pas de contre-indication, si ce n'est forcément d'être assez prudent, de ne pas trop tirer sur la corde, parce que, voilà, forcément très diminué physiquement et un peu psychologiquement aussi, forcément. Mais voilà, je n'avais pas de restrictions particulières, non. Quand tu étais parce que tu es quelqu'un de très fin, en poids de forme avant ta maladie, tu étais à combien? J'étais à 62, on va dire, 61, Et 62. là, tu es revenu à peu près à... Oui, je suis revenu depuis, mais c'est vrai que pendant les cures de chimiothérapie, il y a une fonte musculaire qui se fait malgré les médicaments. Et effectivement, l'entraînement m'a permis aussi de compenser. Voilà, de compenser tout ça et de travailler quand même musculairement en ajoutant des séances de musculation un peu plus que d'habitude pour éviter de repartir vraiment de zéro et voilà. Et ta passion, ta vie, c'est ça, courir. Voilà, c'est ça, courir. Ouais. Putain, je déteste moi courir. Ouais, mais moi aussi. Avant de T'as pas commencer... fait carrière. Non, mais avant de commencer, j'ai dit, On putain, est bien dans le vestiaire avec Christophe Dugarry. Oh là là, rien que de le voir, je suis fatigué. Mais c'est Rien qu'en horrible. le voyant courir. non, mais l'autre fois, moi, j'ai dit, bon, faut que je recommence un peu le cardio. Putain, ça fait. Je vais avoir 50 ans, je cours plus et tout, je recommence le cardio. Je te jure, j'ai fait 12 minutes et là, j'ai marché. Non, c'est horrible. Combien de Je me suis dit, kilomètres mais tu je peux fais par plus. jour? Par jour. Il va tout Après, beaucoup ça dépend il va te quelle dire, période. Ça dépend quelle période, suivant les compétitions en amont. Mais ça chiffre à 150 km par semaine, ouais. Et tu demi-fond, c'est quoi alors exactement du demi-fond? Alors du demi-fond, ça va du 800 mètres au 5000 mètres et après on est sur du fond, on va sur 10 000. Et toi, c'est quoi exactement? Semi-marathon, marathon. Alors moi, je suis plutôt spécialisé dans le cross D'accord. l'hiver. D'accord. Donc qui est une distance qui va de... Alors on a le cross court, c'est du 4 km, championnat de France. Ça, je dois pouvoir y arriver. Voilà. Pas aussi vite, mais... Il y a 12 km aussi au championnat de France, pareil, mais c'est du cross long là. D'accord. Et on a aussi la salle aussi l'hiver en parallèle. Donc là, on fait du 3000 mètres en salle. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, je suis spécialiste du 3000 mètres. 3000 mètres, c'est quoi 3000 ton mètres, temps d'accord. en 3000 mètres Là, j'ai fait 8 minutes 18 au championnat de France Élite d'ailleurs, où je fais 3e cet hiver. Donc, t'es à quoi en moyenne? T'es à quoi, 20 km/h Ça fait un peu plus, ouais. Même plus. C'est du 2 minutes 48 sur le kilomètre. Donc c'est un 24. peu plus de 21 km. 21. Oui, oui. Tu te rappelles quand on faisait des tests de Cooper? Tu l'as fait toi, test de Cooper là? Ah, c'était horrible. Cette merde là? Horrible. 12 minutes et il fallait courir le plus longtemps possible. Horrible. Moi, je faisais des footings, quand je m'entraînais. Il y avait, voilà, l'histoire, ils la connaissent, mais je te la raconte, Julien. Il y avait un des entraîneurs, il avait un chien qui courait avec nous. Et le truc, le bordel, là, tu sais, qu'on met pour le mesurer polar, et tout, ouais. je l'avais mis au chien tellement je voulais pas avoir courir pour m'arrêter. Moi, c'était horrible. Je détestais ça courir. Et comment vous technique faisiez, lumineuse. comment vous avez fait pour faire une carrière de footballeur professionnel je l'ai fait, sans courir? Non, mais je courais, Sarah, s'il te plaît. Après, Sois respectueuse des anciens, s'il te plaît. Pardon. non mais, Non, mais je il courais, aimait pas ça, c'est je courais, j'ai été obligé de le faire. D'accord, mais- En plus, alors, je sais pas si les garçons c'est pareil. Alors Franck est un peu plus vieux que moi, William un peu plus jeune. Mais moi, j'ai senti un changement de mode d'entraînement à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai connu l'époque quand j'ai commencé très jeune au Girondin, où j'avais 17 ans, avec l'époque de Tigana, des Giresse, alors Aimé Jacquet entraîneur, où on faisait à l'époque encore des footings pendant 1 heure. Ouais. Et tu courais beaucoup. Les pré-saisons. Et j'ai vu cette évolution-là où on a arrêté de faire ça. intervalle training. Beaucoup après. plus court, et on s'est mis à faire des 200 mètres, Ouais. 300 mètres, 15-15, 400 mètres, des 800 mètres. Quand je suis arrivé en Italie, c'était la même chose. Donc j'ai vu cette évolution-là. Mais alors elle était horrible, l'évolution. Alors j'en ai connu une autre après au Barça, où alors là on courait pas du tout. Ouais. On faisait tout avec ballon, mais alors à haute intensité aussi pour quand même prendre du cardiaque et faire du cardiaque. Mais de me dire le matin, j'allais voir le coach et je lui dis c'est quoi le programme? On court.
Et là, tu Le mardi matin, tu souffrais, quoi. Horrible. Mais le mardi matin, mais moi aussi, j'ai eu horreur de courir, au point que je me rappelle, mais même tout jeune, soit à Laval ou à Strasbourg, où j'avais calculé la course là, dans la forêt. Ah, je te faisais 200 mètres et coupé. J'arrivais à 200 mètres de l'arrivée, j'attendais les autres. Alors que Horreur de ça. alors que c'est évident que c'est bien. Ouais. Quand tu étais au top physiquement. On ne dit pas que c'est un exemple à Non, mais suivre. c'est juste top. Quand tu es bien prêt physiquement, le match, en 1h30, tu les passes comme ça. Techniquement, les 20 dernières minutes, tu n'es pas fatigué, tu continues à gérer tes gestes techniques, les erreurs que tu peux faire quand tu es un peu fatigué. C'est magnifique d'être au top physiquement. Non, mais moi, c'était la préparation, j'y allais à fond. Vraiment, je trichais pas, je travaillais fond, le fond et tout ça. Mais après, pendant la saison, il fallait pas m'emmerder. Il y avait les matchs et le mardi, c'était un enfer. Le mardi. Mais même quand on faisait, moi je travaillais en préparation avec l'équipe de France et on faisait, tu sais, il y a les plots avec les bips là. Bah oui, et que ça accélère au fur et à mesure. Il faut arriver au plot, à chaque plot, au bip. Et il te pique Et te pique, tu vois. Ouais, tu vois ce que c'est. Ça, c'est les anciens, ça. Les anciens. C'est pas assez évolué, ça. Il fractionnait. Alors t'accélères en fur et à mesure le truc jusqu'à ce que tu prêt à mourir et t'arrêtes. Et moi j'attendais quelqu'un qui arrête, c'était Laurent Blanc. Laurent Blanc avait arrêté, je sais que Marcel a arrêté dans les 3 mètres après et moi dans les 2 mètres 50 après. Et t'avais Manu et Patrick Vieira qui continuaient à courir. Je pense que Christophe devait pas être loin derrière. Ah oui. On aurait dû vous mettre avec Claudio Ranieri ou Claude Puel. Non, c'était plutôt Manu, Patrick Vieira, je voyais beaucoup. Didier, après on l'a fait, il avait déjà une trentaine d'années, donc par rapport aux jeux, plus jeunes, notamment Patrick, les mecs, il y en a, tu les mettais, c'était des piles, tu les mettais, ils tournaient. C'est dingue. William, il continue à courir. William Non, moi, on sait pas très quoi, mais il court. Tout dépend à quelle période. C'est l'été, les Fashion Week. Les Fashion Week, l'été, il commence à courir un peu plus vite. L'été, c'était différent. Fashion Week et l'été, il court beaucoup. L'été, je me préparais bien, tu vois, pour avoir un corps des rêves. en V, tu vois. Comme ça, j'étais bien, tu vois. Après, j'allais à la plage. T'es une fashion victime, toi. J'étais parfait. Lui, c'est encore en V, lui, c'est encore en Lui, il vite. court pour la plage. Que pour la plage. Non, mais à mon époque aussi, on courait, tu sais, quand on faisait les pré-saisons, même en Angleterre. Bon, On avait eu un entraîneur, comment il s'appelle? Redknapp. Harry Redknapp. Harry Redknapp. Et je me rappelle Il aimait bien la Bible. la deuxième saison, avec lui à Tottenham, il me demande, il nous dit, voilà, aujourd'hui, séance physique, on court dans les bois. Pendant les vacances, j'avais rien fait du tout. C'était la première année où j'avais rien fait du tout. Ah, t'es arrivé. En principe, quand je suis en vacances tous les jours, toi, je fais mon petit footing, toi, pour garder la forme. Cette année-là, j'ai rien fait du tout. J'arrive, je regarde le coach, je dis, coach, je vais aller un peu tranquille parce que cette année, j'ai pas trop travaillé. Il me dit, non, tu te donnes à fond, tout. Moi, je veux voir les mecs qui se donnent à fond. Putain, j'ai fait 2 tours. Le mollet, il a lâché. Bang. Ah ouais. 1 mois d'arrêt. Et là, je suis parti voir le coach, j'ai dit, coach, le mollet, je vous avais dit. Ah, oui. Ça, c'est le truc des entraîneurs qui comprennent pas qu'il faut écouter ton corps. Ouais, faut y Quand aller t'es petit à sportif, petit, ouais. ah oui, il y a des entraîneurs, et ils sont fous, ils sont avec leur chrono, leur papier, machin, tout ça, et il faut y aller, Il y a Mais c'est pour ça que un moi, sportif, il écoute son corps. c'est ça. Ah oui. Moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu aller en Italie. Parce que j'avais entendu Italie, Didier, Marcel, Zizou nous raconter les entraînements de pré-saison en Italie. J'ai dit, mais ça va pas ou Non, mais quoi? moi, quand je suis arrivé à Milan, j'en avais entendu parler à Milan déjà. Ouais. La première chose que je vois quand j'arrive à Milanello, c'est la piste d'athlétisme. Putain. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Une piste d'athlétisme dans un centre d'entraînement. Oh là là. Mon Dieu. Oh, bah, Surprise. Tu l'as Ah, bien, mais j'ai tu l'as compris. bien bouffé. Ouais. Tu vois, là, il parle, par exemple, là, il parle des Italiens. En France ou en Italie, c'est le même genre d'entraînement ou c'est différent? Ouais, c'est de toute façon sensiblement la même chose. Hein. Après, les entraînements, ils sont tous identiques. Après, c'est en fonction des entraîneurs qu'on peut avoir aussi, les programmes varient. Mais sinon, on vise plus ou moins la même chose, les mêmes championnats à l'international et tout Mais ça. tu cours, ta passion de courir, c'est arrivé à quel âge? À quel âge tu t'es dit, je vais faire. T'as fait Forrest Gump. Non, mais voilà, c'est moi ça. À quel âge t'as En commencé? fait, j'ai commencé par le foot, tout Ouais. comme vous, hein, je suppose. Ouais, t'avais les pieds carrés, t'es revenu. Voilà, T'as enlevé le ballon. C'est ça. 10 ans. C'est ça, voilà. Julien. 10 ans, quand même, En pas fait, mal. j'ai fait 10 ans de foot. Voilà, j'ai commencé à 6 ans à l'école de foot, hein, un peu comme tout le monde. Et voilà, j'ai arrêté à 16 ans. Parce que voilà, j'étais dans un club, le SEB FC 92.
Et bon, c'était un petit club amateur, hein, voilà, c'était toujours sympa, voilà. Mais vraiment, il n'y avait pas la performance encore qui était arrivée, qui était instaurée, qui était ancrée en moi. Et voilà, c'était plus pour le plaisir et tout ça. Mais malheureusement, j'ai vu le foot, enfin, on va dire les matchs se dégrader. Je sais que j'avais mon père qui était bénévole à l'époque, qui faisait l'arbitre de touche et tout ça. Il se faisait toujours insulter et tout sur les matchs quand on allait à l'extérieur et tout ça. Ouais. Et voilà, bon, j'ai eu envie de changer. Il y a un peu un dégoût du foot, ça t'a moins plu. Voilà, c'est ça. Après, j'ai eu aussi des échos où, à la fin d'un match, il y avait un jeune qui avait sorti une arme. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Et je pense que dans le foot amateur, voilà, il y a certaines difficultés qui. Et au niveau diététique, là, avec ton... Non, mais attends, j'ai pas fini. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Non, je t'en prie, t'es le patron ici. Et donc après, excuse-moi, et après à 16 ans, tu te dis, je vais courir. Voilà, c'est ça, en fait, j'aimais En principe, J'aimerais beaucoup la démarche psychologique, j'aimerais beaucoup comprendre. Ouais. En fait, je courais déjà beaucoup sur le terrain, parce que j'étais milieu de terrain, 10, numéro 6, et un petit peu sur les côtés aussi. Et voilà, j'aimais ça, hein. Donc, je faisais aussi des courses en parallèle, des courses pédestres et tout ça qu'on peut voir dans les villes. C'était des petits 1 km ou 1 km, peut-être 2 km. Et ça me plaisait. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de quelque chose de nouveau, d'un nouvel objectif. Et ton plaisir, il est où? Ton plaisir, il est dans le moment où tu cours 2, 3, 4, 5, 6 km, ou ton plaisir, c'est seulement le chrono, te dire j'ai fait un chrono? T'as quand même du plaisir à le faire, ça? Il y a le plaisir, forcément, puisque à l'entraînement, c'est dur et tout ça, mais il y a une certaine récompense au bout quand même aussi. Et voilà, c'est de non, mais quand tu cours, tu aimes quand même. Quand tu cours, tu aimes, t'as je sais pas, les hormones, les endorphines, je sais pas comment on dit, les trucs là qui tu sens. C'est des endorphines. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as ça. On a besoin de ça, en fait. C'est comme une drogue, hein, finalement. Et on a besoin de ça aussi. Ouais. Et t'as déjà fait le marathon de New York? Non, malheureusement, pas encore des marathons. Mais ça viendra peut-être par la suite. Quelque chose que t'as envie de... Demi-fond, il a dit. Oui, demi-fond, mais après, voilà, c'est une suite logique. C'est une suite logique, ouais. T'as trouvé d'autres moyens, toi, pour libérer les endorphines? Chacun son moyen. Ah, Willy, ça lui parle, t'as vu? Libérer les endorphines, ça lui parle dessus. T'as fini de parler, maintenant je peux parler? Vas-y, mon pote. C'est gentil. Essaye de dire un truc la intéressant. diététique, oui, la diététique... On va l'appeler le vestiaire de Christophe Bulgari. Ouais, c'est ça. Ouais. Effectivement, c'est un domaine important. Après, t'es frustré ou pas au niveau de la bouffe? Non, du tout. Il y a eu des périodes où je me suis un peu testé. J'ai testé mon corps et tout ça. J'avais perdu 6 kilos. Donc là, vous me voyez comme je suis, à 62 kilos. Ouais, t'es pas très gros là. Et j'avais perdu, en plus de ça, 6 kilos en 3 semaines. Et j'étais parti en stage à Fort-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Et effectivement, j'avais envie de tester le corps. Et en fait, je lui donnais presque rien à manger, ou très peu en tout cas. Et en fait, les entraînements, ça se passait mal. J'avais pas de puissance, j'avais pas d'énergie, il n'y avait pas de carburant dans la voiture. Et du coup, elle avançait pas. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était pas la peine de faire autant de sacrifices, qu'il fallait juste manger de tout, mais pas en excès. Bon, bien sûr, éviter les sodas et toutes les boissons gazeuses inutiles, et le sucre à bannir, hein, bien sûr, et le grignotage. Je te présenterai un copain avec qui je travaille là. Aussi, bien sûr, c'est important. Jean-Louis Tour. Je te présenterai un copain avec qui je travaille, Jean-Louis Tour, il s'appelle, pour que tu lui fasses un petit régime, je te le présenterai. Et tout ce qui est cigarettes et tout ça, bien sûr, on Tu me regardes toute la semaine. Mais T'as les cigarettes, je t'en présenterai plusieurs des copains. Non, mais c'est horrible. Tu sais que ce qui est horrible, nous, c'est être ex quelque chose. Ah ouais. Mais oui, ex-footballeur. Ex-footballeur. Et comment un sportif, ça fume? Mais oui, parce que tous les sacrifices que tu as fait, voilà, le nombre de gens, moi, quand je fume une clope, on dit ah ben ça fume un footballeur. Je dis ben non, avant je fumais pas. Moi j'ai fumé, j'ai commencé à fumer, j'avais 15 ans quoi. Ex quelque chose, tu rattrapes le temps perdu, tu sais, tu as l'impression que tout ce que tu n'as pas pu faire, t'as pas. Non mais surtout la connerie des gens. La cigarette, ça va pas manquer. J'ai 50 ans, le mec dit sportif ça fume pas. J'ai dit mec, ça fait 12 ans que j'ai arrêté ma carrière, tu vas me faire arrêter de me casser les couilles surtout. Si tu dis ça comme ça, tu vas aller. Non mais ça à la force fatigant, ça arrive 10 fois dans la journée, c'est fatigant. Mais c'est normal que ça soit. Et après, moi, je leur réponds, j'ai toujours la fin, je mets avec les sportifs pour fumer. T'es une idole, t'as marqué leur vie. Est-ce que tu représentes? Est-ce que tu te mets Tu à la vois, place des gens? Tu vois, si t'étais un vrai comédien, je le sentirais comme une vraie. Tu vois, je le prendrais. Mais là, je sens que tu te fous de ma gueule, en fait. J'ai rien montré, mais tu représentes, tu casses le rêve. Tu casses le mythe. Tu vois, j'aurais dû courir tout seul. Franck Leboeuf, champion du monde 90. Chelsea. Ça va, ne pas obligé de l'aider non plus. Les frappes
de 40 mètres dans la lucarne, il montait, la perruque, il s'est levé, Mais qu'il est con. la Bah, moumoute qui bah. s'est levée, et là ça déclenchait une frappe de 40 mètres, poum, dans la lucarne, merci, Ah ouais. signé Francky Leboeuf. Côte Bordeaux, en plus, Côte Bordeaux. Mais bien sûr, attends, je l'ai vu moi ça. L'idole des jeunes. C'est finir Johnny Hallyday, putain. C'est l'homme, voilà. Non, le petit chauve On qui est en passe à autre Alsace. chose. Hein. Voilà, Allez. d'où mon sport individuel aussi. De pas avoir des tâches comme ça avec toi, c'est ça. Supporter. D'être tranquille. Non, mais c'est un travail sur soi-même et en fait, on peut que s'en vouloir en fait finalement des, Ouais, bah oui. des efforts qu'on ne fait pas à l'entraînement. Ah tiens, j'ai jamais posé la question. Moi, c'est le genre de truc que j'aurais pas pu faire. T'aurais pas pu faire toi du sport Sport individuel? individuel, non, parce que j'aurais engueulé qui Pas engueulé tout seul. Non, non, T'aurais sport pas individuel. supporté? Non, Et sport toi, individuel. après coup, avoir fait un sport collectif, est-ce que tu n'aurais pas voulu faire un sport Ah, si, individuel? j'aurais voulu en faire. Ouais, moi aussi. Oui, mais c'est pour ça que t'es Ça, parce qu'en fait, un peu tu égoïste. Mais quand tu joues au golf, tu gueules après qui, toi? Ouais, c'est ça. Un peu C'était Quand tu pas joues au bon, golf, c'est pas tu gueules bon. après qui? Voilà, c'est ça. Toi, Alors c'est pas après, la faute il peut y d'un avoir le coéquipier. coach, il peut y avoir quelqu'un d'autre, mais finalement, ça retombe toujours sur toi. Non, parce qu'on voit les. Non, mais le j'ai truc- vu, pardon, Sarah, j'ai vu des joueuses de tennis là pourrir leur entraîneur. Le mec, il est en train de leur parler comme ça, ouais. Alors tu regardes, elle frappe fort, donc tu essayes de calmer le jeu. Elle dit, ah, ça va, lâche-moi, je veux plus te parler. Et vraiment. Moi, j'ai méchant. besoin du sport collectif pour partager mon émotion. Quand je suis pas bien, il y a un mec qui te soutient, tu prends le relais toi, tu partages le déplacement, le si là, tu pars tout seul. Alors, tu as ton manager, tu as ton agent, tu as tout machin. Mais non, sport individuel, moi, je me serais pas épanoui. Puis le truc, c'est que vous viviez pour l'après-sport aussi. les Aussi, déjeuners, pour les ben, dîners, mais pour, de partager pour être quelque ensemble. chose. Tu fais ton score, tu appelles ta famille, tu as ton entraîneur, ton préparateur physique, ton diététicien, enfin je sais pas ce que tu as. Et tu partages avec eux, mais avec tes potes, avec qui tu as fait l'effort, avec qui tu as souffert. Moi, après, je suis un mec du Sud-Ouest, j'aime le rugby aussi, ce partage-là, j'aime cette idée-là. Je sais que je ne me serais pas épanoui tout seul à partager. Tu partages ton moment avec qui, tu vois. Alors, tant mieux ce qui arrive. Et puis, sport individuel, quand tu es tout seul, quand tu as la mauvaise spirale, tu peux tu es chambrer tout seul personne. pour t'en sortir, remonter la tête. Il faut être fort, tu peux chambrer personne. Voilà, C'est chiant, surtout pour toi. Non, mais Ouais, c'est le truc, c'est que c'est vrai qu'en plus, je pense que pour avoir côtoyé pas mal de joueurs de tennis ou de golf, de voir ces individualités, en fait, ils sont vraiment à part. Ouais. Ils ne font plus partie, je trouve, du monde réel. Ils pensent qu'à leur gueule. Alors, ils en ont besoin. Je vais pas c'est pas un reproche que je fais. Ils en ont besoin pour penser à leur carrière, mais ils vivent complètement hors du temps. Mais moi, alors, vous le savez tous maintenant, mais je sors pas mal, je sortais. Bon, je sors toujours un peu. Donc ça m'arrive de croiser beaucoup de sportifs et je peux te garantir que quand je croise un mec qui fait du sport, un sport collectif et un sport individuel, c'est pas la même chose. C'est pas le même. Il y a une relation qui est Ouais. complètement différente. Tu les vois plus introvertis, plus renfermés, plus sur eux. C'est pas un défaut, c'est pas une critique, mais c'est pas du tout le même rapport. Ouais. Alors après, en entraînement, on a quand même des partenaires aussi Oui. d'entraînement et voilà, on Oui, t'as a des amis il y a quand un même. groupe. Oui, surtout que non mais surtout que dans l'athlétisme, tu peux partager les entraînements. Oui. Oui, Un joueur voilà, de c'est tennis, il est avec son entraîneur, et voilà. Ah, Un joueur de golf, il est avec son différent. entraîneur, et c'est tout quoi. Il n'y a pas de partage. Alors, après, il nous faut croire avec la Coupe Davis, bon, encore il y a une équipe, mais bon, Après, plus personne n'y ils croit. veulent jamais y aller. Ouais, mais c'est vrai qu'en athlétisme c'était différent parce qu'il y a des groupes de Ouais, travail, voilà. donc c'est On peut peut-être. faire des stages aussi, on peut unir les forces finalement, et puis on peut faire aussi des compétitions en équipe, suivant le club qu'on a. S'il y a une équipe compétitive sur des compétitions, des championnats de France, des Coupes d'Europe, donc il y a des choses intéressantes à faire. Donc voilà, il y a quand même cet aspect. Oui, oui. On n'est pas non plus, Non. même si quand on court, on est dans notre bulle et forcément on pense beaucoup à soi. Il y a quand même tout le soutien de l'entourage, de ma compagne par exemple qui m'accompagne assez souvent en vélo pour m'accompagner sur les séances pour que je Quoi, évite cours de pas me retrouver toute seule. Donc quoi. C'est- Oh. voilà, À Mais côté de- justement, très Julien. bien. Mais attends, j'ai une question par rapport à une question importante. Enfin, quand on fait un sport comme ça, tu travailles à côté à l'hôpital. L'argent, tu le places où L'argent. dans le sport. L'argent, il L'argent s'achète que des je baskets, gagne il va ou courir. l'argent Non, non, comment tu le. Mais non, mais Est-ce que ça fait partie d'un objectif aussi, en disant que si tu gagnes, ben, ta vie elle sera peut-être plus facile parce qu'il y a peut-être des primes, ou est-ce que tu non, mais là, t'en as tu fait peux pas gagner ta vie Disons dans le que, voilà, demi-fond. il y a très peu d'athlètes de haut niveau en Demi-fond. en Ouais, athlétisme qui y vivent, à Bah part, voilà, je ne veux pas citer, mais il y a des gros Des Kenyans, des gros athlètes, ouais, ou voilà, qui vivent de ça grâce aux sponsors et l'image qui dégagent et les courses qu'ils peuvent faire. Effectivement, mais c'est très rare et on fait surtout pas ça pour le plaisir.
on fait pas ça pour l'argent. Et ton boulot, on t'adapte ton programme, enfin ton... Non, du tout. Moi, je suis Parce que- banquier à temps plein, en fait. Ah ouais, donc tu fais combien d'heures? Tu fais des heures comme tous les Bah, banquiers, je des heures de fais fou? 7h36 par jour et voilà, donc ça Et fait le reste du partie temps, ça fait partie du travail aussi, ça D'accord. rajoute de la fatigue et forcément c'est moins de récup sur les entraînements, mais j'essaie de m'organiser en allant faire le footing le matin, un petit réveil musculaire et en enchaînant le soir sur une autre séance. Voilà, ça fait partie de ma vie. Bravo, bah ouais. J'ai besoin aussi c'est important d'avoir toujours quelque chose d'autre pour éviter de se mettre trop la pression et de penser toujours à l'entraînement, l'objectif et tout ça. Donc c'est important de faire autre chose aussi et de donner aux patients. Bah oui. Voilà, ne pas penser qu'à soi Bah oui. sur ce sport et donner merci. aussi beaucoup aux autres. Et Voilà. merci, parce qu'on a besoin de vous. Voilà. On se lève très tôt. Et vous le disiez, Julien, vous partagez aussi vos victoires avec Eva, votre compagne. Moins d'un an après les premières thérapies, vous faites votre grand retour en force. C'est la première grande étape de votre retour sur la piste. C'est le meeting d'Hors de Game en Belgique, meeting de qualification pour les championnats de France élite de Marseille. Et on regarde quelques images. La compétition, justement. Julien a choisi le meeting d'Hors de Game en Belgique pour valider sa qualification pour les championnats de France. Comme dans tous les moments importants, sa compagne Eva est à ses côtés. Je suis un peu stressée, là. Enfin, un peu beaucoup, mais... 12 tours et demi à tenir, Julien se cale en milieu de peloton et maintient son allure, comme prévu. Allez, vas-y, double, allez. Donc là, il faut qu'il tienne. On va s'arrêter là. Au mental, malgré la souffrance, Julien accélère dans le dernier kilomètre, jetant ses dernières forces dans la bataille. J'ai pas vu le chrono, je sais pas ce qu'il a fait. Là, il est là-bas, il nous cherche du regard, donc on va avancer vers lui. 14 minutes, 13 secondes et 68 centièmes, record personnel pulvérisé. 6 mois après son retour à la compétition, Julien sera bien au départ du 5000 mètres des élites, à Marseille. Je suis content ce soir. Ça fait plaisir. Je suis trop fier de ce qu'il a fait ce soir. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et vraiment, Julien, c'est un exemple. C'est un exemple de vie. Et c'est un bon gars. C'est mon petit frère. On est fiers de lui. Jamais, un lion ne meurt jamais. Et en plus, ça fait la même couleur que les lions. Un lion ne meurt jamais. Ça vous fait quelque chose, Julien, de revoir ces images? Ouais, c'est des belles images. Ça fait toujours chaud au cœur de revoir ces images après tous ces moments de galère, si on peut dire. Et bah, c'est pour ça que j'ai rien lâché. Et ça fait plaisir de me voir à ce niveau et même d'avoir progressé, d'être encore plus performant et voilà, de voir ma compagne comme ça, là, m'encourager au bord des pistes, tout ça, ça fait vraiment plaisir parce que c'est l'entraînement, c'est une souffrance au quotidien. Et voilà, c'est une récompense. Tout à l'heure, on disait pourquoi je courais et tout ça. Bah voilà, c'est pour cette fierté d'accomplir quelque chose, voilà, réaliser un objectif. Et c'est le but, la finalité de la chose, quoi. C'est quoi championnat de France élite? En fait, il y a les championnats de France nationaux. D'accord. C'est un niveau un peu moins, c'est comme la Ligue 2 et la Ligue 1, on va dire. Donc élite, c'est La Ligue 2. Champions League. Et, mais de Ligue 2, tu peux aller en Ligue 1 suivant Oui, tes c'est ça, chronos. tout dépend du chrono. Et après, D'accord. c'est en fait au niveau du bilan français qui prennent les personnes. Et D'accord. voilà, on est 16 au départ. Et donc les 16 meilleurs vont aux élites et les autres aux nationaux. J'ai osé te poser la question pendant le reportage. C'est toi qui t'es inscrit tout seul pour ou c'est le club qui t'a inscrit? La plupart du temps, c'est toi qui t'es inscrit pour les compétitions? En fait, voilà, on gère avec le coach un petit peu le planning des courses qu'on va prévoir et les objectifs en amont. Et après, voilà, c'est juste un petit mail pour demander la participation au meeting. Et après, voilà, on se déplace, on prend son hôtel et sa voiture. Et puis, voilà, La Fédé n'est pas présente jusqu'à ce que tu arrives au niveau national. Va organiser sur
je sais pas comment on appelle ça, à Marseille, là, ce que vous allez faire. Meeting. Le meeting de Marseille. Là, c'est la Fédé qui te convoque et par rapport à ton chrono. Oui, alors là, c'était le meeting d'Heure des Games sur 5000 mètres. Donc en fait, c'est un meeting qui ouvre les portes par rapport au chrono réalisé. Finalement, c'est une course qualificative. Et après, effectivement, il y a le championnat de France élite à Marseille. Et en fait, non, la Fédé elle ne suit pas. Elle ne suit pas. Après, c'est le club qui peut donner une aide à chaque athlète en fonction du niveau qu'elle a. Mais souvent, c'est aux frais de l'athlète aussi, quoi. Voilà. Moi, j'ai une question. Non. T'as entendu ce qu'on a dit dans les réglages juste avant, quoi. J'ai entendu. Parce que... Non, je crains le pire. Parce qu'on nous a demandé de ne pas relancer. Moi, je la sens pas, cette question. T'es sûr que tu veux la poser? Il est déterminé à la poser. Ouais, complètement. Alors arrête de parler. Ça s'appelle les vestiaires de Dugarry. La question que je voulais te poser, c'est après cette compétition et après tous les moments de souffrance que tu as vécu, est-ce que tu t'es regardé devant un miroir et tu t'es dit, je suis fier de moi? Je savais qu'il fallait. Je savais. Non, mais attends, parce que en général. Est-ce que tu t'es regardé dans la glace et tu t'es dit, je suis fier de moi? Non, mais attends. Je trouve pas mal. Non, de me filer dans la glace et de me dire que je suis fier de moi. Non, jamais. Toi, t'as pas été avec moi tout à l'heure, mais moi, je suis avec toi. Je comprends ce qu'il veut dire par rapport à ta maladie. Parce que il a jamais fait. Mais tiens, vraiment, il a le caractère, ma part. Regarde. Je savais qu'il fallait pas la poser. Il était sûr. On te raconte, mais quand t'en as 2-3 quand t'es dans une équipe. Ah, voilà, c'est compliqué. Tu peux plus jouer. Est-ce que tu t'es déjà mis devant une glace? Est-ce que. Moi, je ne jamais devant une glace. Non, mais inconsciemment, forcément, oui, on est fier de soi parce que voilà, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Il y a eu des gros moments de doute et je pensais pas revenir à la compétition aussitôt. Et forcément, il y avait aussi ce pourcentage d'échecs aussi sur l'aspect santé. Il y a 20% d'échecs dans ce genre de traitement. Et forcément, il y a aussi ces moments de doute et de voir que les résultats sont là et que ça aboutit à quelque chose, ça fait forcément plaisir. Et puis c'est une certaine récompense aussi pour la famille, les gens qui peuvent me soutenir et ma compagne Eva qui est là au quotidien avec moi. Voilà, c'est amoureux. Une récompense pour elle. T'es amoureux, tu nous en parles et tout, c'est bien, c'est bien. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 6 ans. 6 ans. Ouais, quand même. Marié? Il est un peu jeune. Pas encore? Pas encore, mais on est propriétaires ensemble. Ah ouais, c'est mieux. C'est un bel engagement et voilà, T'attends qu'elle fasse la demande ou tu vas te bouger un peu? Oui, merci. On a le temps. Ouais, vous trouverez. On est ensemble. Merci. Courage. Ouais. En fait, tu vois, c'était pas mal parce que regarde la réponse qui a été pas mal. Mais la réponse était mieux que la question. Si tu veux. Mais moi, je te dis ça parce que non, mais moi je dis ça, tu sais pourquoi? Parce que moi, ça m'est arrivé. Tu t'es arrivé de te regarder dans la glace et putain, je suis fier de moi? Oui. Par rapport à pas mal de choses. Ouais, Où ça a été dur, oui. Parce que oui. Je pense que beaucoup de personnes a eu des galères. C'est vrai que les personnes, ta famille, vont te le dire, ta compagne, mais la personne qui souffre, Mais bien sûr, en général, c'est qui? Non mais t'as raison, Toi-même, hein. T'as raison, mais ce qui m'a fait rire, c'est quand t'as dit, quand tu te regardes dans la glace. Mais c'est vrai, quand t'as des épreuves et que t'arrives à les surmonter, t'es fier de toi, t'as une fierté. Mais ce qui m'a fait rire, c'est quand t'as dit, est-ce que tu te regardais devant la glace? Moi, je voulais me regarder devant la glace, je me suis regardé, je voudrais qu'il me casse. Ouais, alors, voilà, la fois, Je dis non, je ne me regarderai plus devant la glace. Ouais, mais moi aussi, la fois où je me suis regardé dans la glace, J'ai c'était eu peur, dégueulasse. Je te dis dessus, je suis pas prêt de me regarder à nouveau. Fini, terminé. Je laisse tomber. Hein. J'ai dit la glace, on va la sortir. Déjà, je fais souffrir les autres, je vais pas me faire souffrir moi. Mais la glace, ça a été plus facile à se regarder déjà, parce qu'il y a eu cette période aussi où il n'y avait plus les cheveux. Hein. Je ressemblais Ah, toi aussi? tu nous as... Je ressemblais à toi. Tu devais être beau gosse. J'ai eu une cousine qui a souffert d'une leucémie. Elle a mis mon maillot, elle a mis de dos, elle dit voilà, je te ressemble, mon Francky. Voilà, c'est ça. Elle s'en est sortie aussi. Donc forcément, ouais, c'est mieux avec des cheveux, avec des cils et des sourcils. Non, c'est pas mieux. Alors c'est mieux parce que c'était en santé, mais c'est pas mieux avec des cheveux, monsieur. Je suis désolé. On a connu. Regarde. Et avec des cheveux. Non, mais c'était pas mieux. Je t'ai jamais connu toi avec des cheveux. T'as eu des cheveux, toi? On n'a pas eu de photo, on n'a pas de dossier sur William avec des cheveux. Ouais, je suis pas souvenir d'avoir William avec des cheveux. Ah ouais. T'as commencé ta carrière à quand? T'avais des cheveux? Heureusement. Eh bien, enfin, il faut trouver les photos, Sarah. Sarah, on veut voir des photos de Vous vous souvenez William. pas avec des petits pics.
Non, on va retrouver ça. oui, c'est vrai. Eh oui, des petits pics comme ça. Ah ouais, avec des hérissons. En l'air, coiffé au gel. Foutre de ta gueule, moi aussi, tu vois. Messieurs, ça y est, l'Euroleague toujours et mieux que le l'Eurocoupe moumoute, mais. ont débarqué sur SFR Sport, l'équivalent de la Ligue des Champions et la Ligue Europa, les plus prestigieuses, exactement, des Coupes d'Europe, des clubs. Je vous propose de regarder une petite bande-annonce. Ça a commencé dès ce soir en Eurocoupe. Le Levallois de Boris Dio s'est incliné face au Turc de Darussaka. L'Asvel, Lyon-Villeurbanne, s'est lui incliné face au club de Trento. Les Italiens, c'était en ouverture de l'Eurocup et ça continue dès demain. On regarde ensemble. Boris Dio, il est revenu en France? Oui, il fait juste une pige, pendant la trêve de NBA, ils le font souvent, c'est d'accord, ok. Demain, ce sera Moscou-Milan à partir de 18h55 sur SFR Sport. Il y aura Malaga qui affronte également le Fenerbahçe. Et puis vendredi, ça continue avec Kaunas Belgrade. Et puis Barcelone qui recevra Athènes à 20h55 en direct sur SFR Sport 2. Et ben, le club, là, on dit Kaunas. Des espèces de... Ouais. Non, j'ai entendu la même chose, non? Espèce d'Ikounas. Espèce d'Ikounas. Oh putain, et on est qu'au milieu de la semaine. Je veux dire, en fin de semaine, c'est encore plus dur. C'était quoi, dans quel film, ça, espèce d'Ikounas? Non, c'est les guignols. Les guignols. Espèce d'Ikounas. On va y arriver. Aïe, 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 aïe. On va repasser au foot, si vous voulez. Et après, les gens vont croire qu'on travaille. Où on en est? Christophe, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur la qualification des Bleus. Ah bon, on va rigoler. J'ai pas assez de soucis en ce moment. Tu vas me laisser tranquille. Je suis désolée. L'équipe de France a gagné hier son ticket pour le mondial russe en battant la Biélorussie de buts à 1. Première question, Christophe, est-ce que vous êtes satisfait? Pourquoi vous êtes fâché? T'es de bonne humeur. Je suis désolée. Satisfait du jeu proposé par les Bleus? Je suis ravi. Non, est-ce que vous êtes je suis hyper content parce que je reste un supporter de fan, de foot, pardon, et un fan de foot de base, quoi. Moi, j'aime le foot. Voilà, moi, j'aime le foot. Je m'en fiche des équipes, je m'en fiche des maillots. J'aime le foot. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît. Je peux voir jouer un match de MLS, de japonais, je m'en fiche. Si le match il est bien, s'il y a des bons joueurs, moi, j'aime le foot vraiment. Donc c'est ce que je veux voir de l'équipe de France. Donc j'ai une profonde déception de voir cette équipe avec autant de talent proposer aussi peu. Donc ça me frustre. Ça me frustre. Après, je suis hyper content qu'on aille en Russie. Je vais me régaler. J'ai qu'une hâte. Voilà, c'est ma pizza, ma bière, voir le match. Si je peux aller là-bas, j'irai là-bas aussi. Même si je pense pas que je pourrais y aller. Non, je crois qu'on est bloqué ici. Donc voilà, je suis hyper content. Maintenant, voilà, il y a tellement de talent dans cette équipe. Il y a un tel potentiel. Je sais qu'ils sont tellement capables de faire des trucs incroyables avec les pieds et la tête et le reste. Que voilà, que je suis frustré. Je finis ces matchs. Je ne vais pas dire que j'ai une boule dans le ventre, parce qu'il y a des choses plus importantes, heureusement, que ça dans ma vie. Mais je suis frustré. Voilà, il y a un truc, je ne me suis pas pris de plaisir, je me suis ennuyé. Et voilà, voilà donc... Enfin, pendant 20 minutes, c'était pas mal. Entre, on va dire, la 10e et la 30e, c'était pas mal. Ça fait un an. Ça fait depuis l'Euro que je m'ennuie. Hier, on en a parlé avec William et Manu et Fabrice Pancrate. On parlait de ces joueurs exceptionnels qui, sur des grands matchs, sortaient le match exceptionnel. Nous, on l'a eu avec Ziz en 98. Vous l'avez eu en 2006 aussi avec Zizou, qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Je crois que c'est ce moment-là qu'il est au top de sa forme. Hier, Messi, il met 3 buts. Voilà. Et nous, j'ai l'impression qu'on n'a plus ce personnage-là qu'on attend. On n'a pas le Platini ou on n'a pas le Zizou. Ouais. Après, bon, ils sont encore un peu jeunes, on l'aura peut-être. Il y a le renouvellement de génération qui se fait. On l'aura peut-être. Tu n'étais pas dans la discussion. Peut-être que certains téléspectateurs n'y étaient pas non plus, toi non plus. Mais on expliquait, on essayait de comprendre pourquoi on n'avait pas un style de jeu ou une façon de faire qui était particulière chez les Allemands
chez les Espagnols depuis une dizaine d'années, chez les Italiens et même chez les Anglais. Bien sûr. Avec le kick and rush même au départ, mais c'était une forme. C'est une identité de jeu. C'est une identité de jeu. Nous on l'a pas. Et Manu a eu plutôt une réflexion intéressante en disant l'équipe espagnole. La plupart des joueurs jouent à Barcelone. C'est pour ça qu'ils se sont créés cette identité. Il y a eu le catenaccio avec l'Italie. Je ne sais pas qui a. C'est peut-être la Juventus ou Milan qui a dû Milan AC qui a dû donner le ton. Il y a eu les Pays-Bas avec l'Ajax. Il y a eu le Bayern, enfin l'Allemagne avec le Bayern. Alors les Anglais, je ne sais pas, c'est un tout qui ont fait. Nous, on n'a jamais eu ça. J'ai cherché depuis cette émission d'hier. Quelles sont les équipes qui ont pu... Alors, il y a eu Marseille-Paris, mais c'était la guerre des gangs en équipe de France. Et il n'y a jamais eu une équipe qui nous a sorti 5-6 internationaux et qui ont filé l'identité. Tu vois, les Nantais, à un moment donné, peut-être ils auraient pu le faire. Et ils n'arrivaient pas à passer le cap international, quoi. Ouais, alors là, je ne partage pas du tout. Pas du tout. La preuve historique, enfin, regarde. Moi, pas du tout ici, parce que je pense qu'en France, on a toujours eu le culte, un peu comme en politique, on est des bâtards, de l'homme providentiel. En politique, on a le culte de l'homme providentiel. En football, on a le culte de l'homme providentiel. On a eu Platini, on a eu Zidane, et puis alors maintenant, c'est chacun son tour. C'est un coup Griezmann, un coup... Mbappé, un coup Pogba, un coup machin, on fait l'équipe autour de lui, un coup de lui. On ne s'est jamais posé la question. Alors là, je ne partage pas du tout cette idée-là. C'est une idée que Manu a dit, je ne la partage pas du tout. On n'est jamais... Les entraîneurs, c'est un problème d'entraînement, d'état d'esprit, de faire travailler offensivement, d'avoir une envie de se projeter vers l'avant. On pense à bien défendre, ça a toujours été notre priorité, et c'est pour ça que notre championnat n'est pas forcément spectaculaire. Il a des qualités. Oh, mais on défend mal quand même. C'est pas pour ça qu'on défend mieux non plus, mais je pense qu'on a oublié, on n'a jamais pensé à attaquer et à se poser la question comment on attaque. Qu'est-ce qu'on fait pour produire du jeu? Quels sont nos automatismes? Qu'est-ce qui se passe quand on a le ballon, quand notre numéro 10, notre attaquant, touche le ballon? Qu'est-ce que ça déclenche autour de lui? Je trouve, on s'occupe des coups de pied arrêtés, on s'occupe défensivement la couverture des latéraux, des machins, des cils, ça n'empêche pas de faire des erreurs, mais on le travaille. Et offensivement, on fait quelques schémas, on leur vient l'entraînement, on fait quelques schémas de jeu, 1, 2, 3, 2, 3 trucs, 2, 3 conneries avec un centre, un mec au premier, un mec au deuxième, mais c'est très, très, très basique. Je trouve que dans notre culture française des entraîneurs, ça n'a jamais été une priorité. D'ailleurs, on l'a toujours entendu dans les discours des entraîneurs. Dans les discours des entraîneurs, ça a toujours été on ne prend pas de but, déjà on a au moins un point d'assuré. Moi je trouve que le problème, il est là dans la culture de notre football. Attends, on ne parle pas de la même chose. Moi je parle d'identité de jeu, tu parles d'animation de jeu. Oui, mais parce que l'identité, pour moi ça veut plus ou moins dire la même chose. Oui, si tu as une identité de jeu, c'est que tu as une bonne animation. Tu vois, pour moi ça veut dire à peu près la même chose. Après on peut avoir, en 98 on avait une identité de jeu, elle était défensive. On avait le milieu de terrain solide qui courait. Oui, mais globalement, on avait l'équipe qui défendait beaucoup. C'était surtout une assise forte défensive qui nous permettait après d'avoir l'exploit de Djorkaeff, de Zizou, de Guy Varch ou d'un autre. Mais moi, je trouve que c'était ça. Ouais, c'était cohérent. Mais moi, ça ne me poserait pas de problème si demain matin Didier voulait. Si, ça me poserait un problème parce qu'aujourd'hui, tu as un tel potentiel, il faut quand même, un entraîneur doit se servir du potentiel que tu as à ta disposition. Si aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir des résultats et faire du jeu, mais c'est à ne plus rien comprendre. Moi, je ne me contente pas de me qualifier dans un groupe médiocre en me disant « Ah ouais, super, on est qualifié ». Si avec les joueurs qu'on a, on se contente de ça, c'est que notre ambition pour l'équipe française, pour notre football, elle est bien moderne. On n'est pas l'Albanie. On ne va pas se contenter de ça. Il te faut des tauliers dans l'équipe. Pour qu'un joueur puisse prendre le jeu à son compte. Ouais, mais j'y crois pas. Ça leader. Toi, t'en as pensé quoi, mais j'y crois pas, cette histoire de leader. Les leaders, quand l'équipe... parce qu'arrivé à un moment, le leader, il va élever son niveau. Oui, mais c'est l'homme qui va faire la différence. Mais quand j'entends... On dit toujours, dans une équipe, il n'y a pas de patron. Mais le patron, quand l'équipe elle est dans la spirale, que ça va pas, elle est submergée comme les autres. Quand le PSG il perd contre le Barça, on me dit il n'y a pas de patron. Il y en a des patrons, il y en a, mais ils sont submergés comme les autres. Moi, j'y crois pas à l'homme qui va dire allez les gars, on se réunit, allez, on y va tous. Il est le relais de l'entraîneur, mais sincèrement, j'y crois pas. Après, tu as 5, 6, 7, 8 mecs solides, comme on avait nous en 98 ou vous en 2006, où tu sais que les mecs, tu peux aller à la gare avec eux. Mais tu n'as pas ce patron, un ou deux leaders qui vont faire que ça va tenir l'ossature. Moi, j'y crois pas. Tu nous parles par exemple des joueurs en 2006. Mais c'était qui les patrons à cette époque? Les anciens. Voilà. Ouais, et au départ, les anciens n'étaient pas. Thuram, Vieira, Makelele. C'est pour ça qu'on les a rappelés, parce que sinon, c'était pas ça ou qualifié. Mais Zizou, quand il dit en 2006, quand il dit je reviens,
D'abord, il appelle Lilian Thuram, il appelle Makelele. Les gars, vous revenez avec moi. Il ne dit pas, je reviens tout seul et je vais tout faire tout seul. Il sait qu'il doit revenir avec des mecs qui là, peuvent aller à la guerre. Mais mais quand tu regardes dans chaque ligne, tu avais un patron. Derrière, c'était Tutu. Au milieu de terrain, tu avais les Claude Vieira. Oui, mais là, t'as Lloris, t'as Koscielny qui peut être un patron, Non, on parle de maintenant, là. Non, mais tu vois, t'as Koscielny, tu peux avoir Matuidi, voilà, non, il me sort un peu tonton pâte dans l'oreille, il fait ma gueule. Non, mais je pense qu'il peut y avoir il y a des mecs déjà qui ont déjà une expérience, qui ont quelque chose. J'aimerais les voir plus. Moi, par exemple, je voudrais les voir plus. Mais voir plus, qu'est-ce que tu aimerais voir d'eux? Par exemple, sur le terrain, par exemple, par rapport au match d'hier, oui, j'aurais voulu voir un Griezmann qui brille un peu plus. Moi aussi, j'aimerais le voir briller plus. Moi, ça fait un moment que je voudrais le voir briller. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vois cette deuxième mi-temps, je te promets qu'on mène 2-1. Je vois les Hollandais qui battent les Suédois, donc on est tranquille, on est peinard. Et que je vois qu'on fait que des ballons longs sur Giroud qui fait des déviations comme ça, je me dis mais c'est un football des années 80. Je dis c'est pas possible. Mbappé, il est rentré à lui tout seul, il arrive à se retourner, il fait des différents. C'est les deux seules choses offensives que j'ai vues. Le reste, voilà, chacun, il essaie un petit truc, un petit... Il n'y a rien, il n'y a pas de circuit préférentiel, il n'y a pas de jeu. Le ballon, il doit arriver dans les pieds de Griezmann, ça doit déclencher des trucs autour, des combinaisons sur le côté. Il doit y avoir... Je ne le vois pas, ça. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Tu as regardé le match ou pas? Oui. Peut-être le temps que ça se mette en place aussi. Ouais, ça fait un moment déjà. Ah, ça fait un moment. Après, ce qui comptera, c'est en Russie. Hein. C'est en Russie. Oui. Ah, oui. Donc, mais je reste optimiste. Hein. Ouais. Mais je commence à être de plus en plus inquiet. Je crois en ces joueurs. Je pense que Didier est un bon entraîneur. Il y a du plein de potentiel. choses. Mais je commence à m'inquiéter. Surtout que les autres, ils progressent. Hein. Tu as vu les Allemands jouer? Ouais. T'as vu les Espagnols, les Brésiliens. J'ai encore vu hier les Brésiliens. C'est voilà. Je pensais aussi sur le terrain. Ouais. Modestement, je pensais que le but de l'équipe de France, après avoir été vice-champion d'Europe, c'était les champions du monde. Peut-être pas. Si c'est de faire un 8e, écoute, ça suffira sûrement. Messieurs, Didier Deschamps sait que son équipe devra mieux faire pour espérer justement décrocher quelque chose en Russie. Il est bien sûr soulagé par la première place qui évite un détour par les barrages, mais il a déjà conscience du chantier qui l'attend, notamment au niveau du jeu. On va écouter le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse juste après le match hier au Stade de France. L'objectif est atteint, mais on n'a pas maîtrisé comme on aurait dû à cause de l'adversaire et de par notre responsabilité aussi, parce qu'on fait très bien certaines choses et d'autres on les fait moins bien. On n'a pas une maîtrise sur la durée, que ce soit dans les matchs ou dans l'enchaînement des matchs aussi, quoi. Je ne suis pas borgne ou aveugle, je me rends compte aussi. Après, chacun a droit d'avoir une analyse différente, retenir plus l'un que l'autre. C'est les deux, moi je retiens les deux. Christophe, Noël Le Graët devrait prochainement rencontrer Didier Deschamps pour évoquer une éventuelle prolongation de contrat. Selon les informations d'RMC Sport, le sélectionneur des Bleus pourrait signer son nouveau contrat avant fin 2017. Est-ce qu'il doit l'accepter? Est-ce que c'est encore l'homme de la situation, Didier Deschamps? Non mais oui, je suis pas là pour dire que Didier Deschamps ne doit plus être le sélectionneur. Si Didier Deschamps est toujours sélectionneur après la Coupe du Monde, j'en serais ravi. C'est bien évidemment. Je trouve que ce n'est pas le moment on ne peut pas prolonger son sélectionneur maintenant parce qu'il a rempli l'objectif de se qualifier dans un groupe aussi médiocre. Voilà. Moi, je pense qu'on doit avoir une autre ambition. Voilà, on fixe à Didier une demi-finale. Si on perd en quart de finale contre les Brésiliens qui sont monstrueux et qui mettent des raclés à tout le monde, ça n'empêchera pas de le prolonger. C'est pas ça le problème. Et Dédé est un bon entraîneur. Il n'y a aucun doute là-dessus. On ne se pose pas la question sur ça. Ça fait déjà 5 ans qu'il est là. Au mois de juin, ça fera 6 ans. J'attends de voir du jeu. Quand il est arrivé au départ, on voulait des résultats. Il y avait besoin de restructurer, il y avait besoin de mettre un peu d'ordre. C'était le bazar. On voulait assez rapidement des structures, de la discipline et des résultats. Après, on lui dit, pour qu'il y ait un style de jeu, une manière, il faut laisser du temps. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ça fera 6 ans. Sincèrement, je n'ai pas vu beaucoup d'évolution dans le jeu. Après, pour moi, Dédé, c'est Mourinho. Je préfère Guardiola. Mais déjà, on a Mourinho, c'est déjà exceptionnel. Voilà, Didier, son objectif, son idée première, c'est de gagner. Coûte que coûte, c'est de gagner. Très bien. Moi, en tant que supporter de base, en tant que passionné de football, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas, surtout quand tu as la chance d'avoir un effectif comme ça. Tu aurais un effectif au creux de la vague, un peu moyen, je te dirais, bon,
allez, on a un effectif moyen, on bricole, on défend, on va y aller, peut-être qu'il ne faut pas être trop ambitieux dans le jeu, on va surtout bien défendre, et puis on verra bien. Mais quand tu as la chance d'avoir un effectif comme ça, j'attends de voir autre chose. Après, je me trompe peut-être, je suis peut-être trop ambitieux, ou à côté de la plaque, ou j'en sais rien, peut-être. Mais moi, je pense qu'on est en droit d'attendre plusieurs choses. Donc, le prolonger maintenant sans objectif réel, je trouve que c'est pas logique. Mais c'est pas contre Didier, c'est contre n'importe quel sélectionneur. Laurent Blanc, on avait proposé de prolonger avant l'Euro, où il se fait virer juste après. Il a refusé, il a dit attends, on va voir ce qui se passe à l'Euro et vous me prolongerez ou pas en fonction d'eux. Ça serait Zizou, mon pote, qui serait sélectionneur. Je trouverais pas ça normal. Je trouverais pas ça normal de la même manière. Moi, je vais être complètement dans le sens de Christophe, parce que on a déjà eu ce problème avec Raymond Domenech, où il avait encore un contrat après, où il a su en tout cas qu'il partait, je ne sais plus ce qui s'est passé, avec en 2000, non, c'est en 2008 on le re-signe alors que 2008, ça se passe pas rien. Et en 2010 on a fait une autre erreur, c'est de faire signer quelqu'un avant le début de la compétition. Il faut qu'on arrête les conneries, il faut qu'on soit simple. Il y a une compétition. Et comme il dit, on regarde. Après, c'est vrai, si tu tombes contre le Brésil ou l'Allemagne et que tu vois que on est à un autre niveau et que Didier n'a pas pu faire mieux, pourquoi pas continuer? Moi, mais faire signer quelqu'un avant une compétition, c'est un non-sens complet. On l'a fait avec Domenech, on a voulu le faire avec Laurent Blanc, et on est en train de refaire ça avec Didier Deschamps. Comment on le justifie éventuellement cette prolongation? En disant, pour éviter qu'il ait une épée Damoclès au-dessus de la tête. Mais c'est la vie. Mais quelle épée Damoclès? C'est ce qu'a dit Raymond Domenech, qu'il fallait prolonger pour la sérénité. Bien sûr, mais elle est où l'épée Damoclès sur la tête de Didier Deschamps? Toute la presse est derrière lui. Tous les joueurs sont derrière lui. Tout le monde est derrière lui. Quelle épée Damoclès! Et avec le président, il est comme ça. Ils sont cul et chemise les deux, c'est le père et le fils. Elle est où l'épée Damoclès? Il n'y a pas besoin de rassurer Dédé. C'est l'épée de Damoclès déjà. Voilà. Ou alors éviter éventuellement, quand c'était Santini qui était parti, qui avait dit je signe à Tottenham, donc ils avaient voulu, tu vois, au lieu de le rassurer, il avait dit bon, je m'en vais au dernier moment, donc il avait mis un peu l'équipe de France un peu dans la merde et laissé tomber un peu. Là, ils discutent tous les deux, et puis, mais ça n'a aucun sens. La justification, pour moi, elle n'existe pas. Pour sécuriser l'entraîneur. Mais si tu veux être sécurisé, tu vas travailler en fonctionnaire. Non, tu vas la sécurité de l'emploi. Ils ont manifesté il y a 2 jours. Non, mais, c'est aussi. Non, mais voilà, à un moment ou à l'autre, l'épée Damoclès, pour pas que ce soit risqué, pour qu'il ait l'esprit tranquille. Mais j'espère que quand tu es sélectionneur, tu n'as jamais l'esprit tranquille. De toute façon, quand tu es entraîneur, tu n'as jamais l'esprit tranquille. Donc il ne l'aura jamais, parce qu'il a l'obligation de résultat. Mais se dire, mais pour le sécuriser, non, mais on n'est pas des gosses, il faut arrêter de nous prendre pour des. Je trouve l'argument nul. Alors, puisque vous nous parliez de José Mourinho va se déplacer avec Manchester United samedi 13h30 à Liverpool. Un derby d'Angleterre à suivre en direct sur SFR Sport lors de la 8e journée de Première Ligue. On regarde une petite bande-annonce. Rendez-vous donc à Anfield pour les Red Devils, co-leader du championnat et invaincu jusqu'ici. Ce sera donc samedi 13h30 sur SFR. Il y en a des rendez-vous sur SFR, le basket, il y en a. Il y a tout. Il y a même Christophe Dugarry dans le vestiaire. Oui, bon, ça c'est... Rendez-vous à pas manquer. Ouais. Bon, à la demande générale, messieurs, on a retrouvé des photos d'un certain William Gallas. Oui, on va regarder ça. Voilà, petite crête. Ah oui, bon. Ouais, ça va. Mais t'as pas fait mieux? À Caen, t'avais plus de cheveux. À Caen, oui. Mais à Caen, il n'y a plus de photos. C'est justement. Oui. C'est la seule photo que vous avez? C'était en noir et blanc à Caen, c'était l'ORTF. C'est vrai, comme t'étais un gros travailleur. Pour l'instant, c'est la seule avec le meilleur. Oui, ça va. Non, mais on va creuser un peu dans les archives dossiers. Il y a mieux ou quoi? On va pas eu les rastas un peu longs, tout ça? Non, j'avais les tresses. T'as les tresses, ouais. Il y avait des petites tresses, on va retrouver ça. Julien, on parlait de l'équipe de France. Vous, l'équipe de France, senior cette fois, il y a un cross de sélection le 23 novembre prochain. Est-ce que c'est toujours pour vous un objectif?
Alors, je ne sais pas si ça l'est toujours, mais en tout cas, c'est quelque chose que je garde en ligne de mire, de toute façon. Parce que voilà, on parle beaucoup de l'équipe de France là au foot. Bah, moi, c'est pareil dans mon sport. Voilà, mon rêve, c'est de porter le maillot de l'équipe de France et pouvoir défendre un petit peu ses couleurs. Et j'ai vécu une injustice aussi qui arrive peu de temps, juste avant ma maladie aussi, une petite déception. En fait, voilà, il y a eu une décision un petit peu injustifiée de la fédération qui a préféré emmener un autre athlète qui abandonne justement dans ma course en plus, voilà, à ma place. Ah. Et donc ça a été difficile à vivre. Pourquoi? Ils l'ont justifié comment? J'ai pas eu d'explication. C'est vrai que j'ai pas forcément voulu en avoir aussi. Donc Peu... dans ta course, il a abandonné. Toi, tu fais le temps qu'il faut pour y aller. Moi, je fais le travail et je suis potentiellement qualifiable pour emmener une équipe en fait au championnat d'Europe de cross qui était à Belgrade cette année-là. Et donc il y a eu une décision qui a fait passer un autre athlète. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a aussi des trucs pas très clairs, il y a des magouilles dans l'athlétisme aussi? Un CV plus intéressant. Un entraîneur qui a un peu plus de poids? Peut-être aussi, ouais. Peut-être aussi, certainement. Ouais. Donc voilà, donc ça a été très, très compliqué pour moi et j'avais envie d'arrêter aussi ce sport-là parce que j'avais fait tous les efforts nécessaires et t'aimes pas trop les injustices moyens, apparemment, en fait. T'as failli arrêter le foot parce qu'il y avait Là, c'était très compliqué, ouais, pour me remotiver et me remobiliser, c'était assez compliqué. Ouais, c'était vraiment une injustice. J'aurais préféré ce jour-là faire dernier de la course et retourner à l'entraînement et me dire bah, ce sera pour l'année prochaine que de vivre cette injustice. Là, ça a été compliqué pour moi à me relever et peu de temps après est venue la maladie d'ailleurs. Donc après, est-ce qu'il y a eu peut-être, voilà, on ne pourra pas le justifier tout ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui reste d'actualité et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc quoi qu'il arrive, j'y reste jusqu'au bout pour porter un jour ce maillot, que ce soit en cross ou sur la piste. Ou, voilà, il y a encore des années devant moi. Et d'ailleurs, il y a toujours les JO qu'on a à Paris. Hein, donc, bah oui, c'est l'objectif, non ? Dans 7 ans, on a toujours. Il y a toujours moyen de progresser. Voilà. Donc, tu penses que le haut niveau, t'es autorisé jusqu'à peu près quel âge? Alors en fait, c'est des catégories. Il y a la catégorie senior. Et après, il y a la catégorie vétéran. Ah bon, tu peux encore. Ouais. Mais pour être en équipe de. Enfin, non, pour être au top du top, c'est la catégorie senior. Voilà, c'est ça, 32 ans. 32 ans. Ce sera parfait, ce sera l'âge. Ouais, alors, tu devrais arriver au top. Ce sera l'âge que j'aurai. Bah oui. Donc, effectivement. Putain, on dira, on l'a eu le petit, là, il y a 7 ans, là. Le petit, là. Ah ouais. Il faisait 21 secondes, maintenant, il a 21 km/h, là. Maintenant, il a 23. Je sais pas si tu nous reconnaîtras, mais on te reconnaîtra toujours. 7 ans, ça sera pas beau, ça sera pas bien. Déjà, c'est pas bien. Mais... En tout cas, c'est un objectif que je. Voilà. Donc, si c'est pas pour cette année, ce sera pour cet été. Ou... Tu sais pas déjà dans quelle discipline Est-ce que tu penses qu'il faudrait pas que tu spécialises dans le 3000? Ça, on verra. Le cross-country, ça me tient à cœur parce que c'est une sélection qui m'est passée sous le nez, quoi. Hein. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais maintenant, je suis passé senior aussi chez les grands. Ah oui. Forcément, forcément, il y a un peu plus de travail à fournir. Il y a d'autres athlètes aussi très très forts et bon, il faudra quelques années encore pour prétendre à cette sélection, quoi. Voilà, et du travail encore et de la rigueur et voilà, mais ça finira par payer. Il n'y a pas de raison, le travail paye, on dit toujours, donc faut rien lâcher. Tu es considéré comme dans ta discipline comme quelqu'un de bosseur ou de talentueux? À la base, j'ai pas trop de talent. Hein. Je suis arrivé, j'ai fait 6 mois au sein du groupe quand j'ai commencé l'athlétisme sérieusement, on va dire, au sein du groupe. Je suis licencié à la Via Club Issy Moulineaux. Et en fait, j'ai fait 6 mois et je me suis blessé tout de suite, quoi. J'étais pas prêt physiquement et je voulais suivre les bons athlètes du groupe qui avaient déjà fait des sélections internationales et tout ça. Et je me suis rapidement blessé, en fait. Donc, on m'a pas vu pendant 1 an. Alors qu'au début, je voulais faire tous les entraînements. J'étais super motivé, tout ça. Et ça m'a mis un coup, quoi. C'est quoi quand tu dis... parce que nous, il y a quelqu'un ce gars, il a du talent. Enfin, ça veut dire quoi, il a du talent? Après, comment tu le sens? Le talent, c'est les prédispositions. C'est ça. C'est la personne qui, je sais pas moi, qui s'entraîne pas beaucoup et qui fait un temps. Voilà, c'est ça. Ou la personne, on le voit pas pendant 1 mois, il va débarquer à l'entraînement et il va être devant toi. Il a un coffre, il a une façon de courir.
une VMA, peut-être un volume au niveau des poumons, un cœur un peu plus travaillé que les autres. Enfin voilà, c'est des prédispositions, c'est dans les gènes et après ça se travaille. Donc voilà. Mais ça, c'est pas du talent. Ça se travaille quand C'est de la prédisposition. Oui, mais c'est le talent chez eux. C'est le talent chez eux. Du talent quand même. Mais effectivement, à la base, j'en ai pas forcément. On a découvert qu'il y avait peut-être quelque chose parce qu'il y avait un physique intéressant déjà, il y a un profil. Et voilà, il fallait travailler musculairement et travailler dans beaucoup de secteurs. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, il faut bosser à côté. Hein, le talent, ça suffit. Au repos, ton cœur bat combien? On en parlait avant l'émission d'ailleurs. Il doit être à 44, je crois, quelque chose comme ça. Tu avais écouté l'émission qu'on avait fait avec Dinis, là? Oui, il a un cœur dans les 20, quelque chose comme ça. Je sais plus, c'était un cycliste, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Ça, c'est des prédispositions à la base. Après, c'est du travail aussi. C'est un énorme travail, mais c'est déjà des qualités de nature, quoi. Le problème de Christophe, il n'a pas pu faire ça parce que dès qu'il commence à courir, son cœur s'emballe. C'est ça. Parce qu'il faut le travailler, c'est pareil. Parce qu'il a loupé des étapes. Mais lui, c'est pas de ce mot-là, ça me file la migraine. Travailler. Messieurs, souvenez-vous, il y avait eu au début de l'été cette très belle initiative prise par le vestiaire de l'Athletic Bilbao. Les joueurs s'étaient rasé le crâne en signe de soutien à leur partenaire, le jeune défenseur Iraï Alvarez, atteint d'un cancer des testicules. Il avait quitté prématurément ses partenaires pour débuter sa chimiothérapie. À son retour, surprise de voir que ses coéquipiers s'étaient tous rasé le crâne pour lui rendre hommage. Voilà, défenseur prometteur de l'Athletic Bilbao, Iraï Alvarez. Il avait dû renoncer à disputer l'Euro U21 avec l'Espagne en raison de son cancer. Belle initiative de la part de Zvezda. Il en est où là Il est toujours en traitement, mais c'est en cours de... Je crois que c'est rémission quasi complète pour Iraï Alvarez. C'est une très belle initiative. Hein. Ouais. C'est un beau soutien de la part de ses partenaires, en tout cas. Vous avez le souvenir, vous, dans un vestiaire de foot, puisqu'on parlait tout à l'heure de sport collectif, justement par rapport à un sport plus individuel, d'élan de solidarité comme ça dans un vestiaire pour soutenir un coéquipier, pas forcément malade, mais un élan comme ça pour aider quelqu'un dans le besoin. À vrai dire, je cherche, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu... Non, mais enfin, heureusement, il n'y a pas eu cette gravité-là. Non, mais moi, c'est la perte de quelqu'un dans le personnel administratif, par exemple, ou la perte de... et l'aider financièrement, on met tous la main à la poche pour aider la personne qui travaille avec nous. C'est des trucs comme ça aussi simples, ou le décès de quelqu'un dans sa famille, d'un joueur, d'un coéquipier dans sa famille. Après, c'est jamais très... en général, ça se montre pas trop non plus. Tu fais ça en intimité, tu vas pas boyer partout que tu es solidaire et généreux. Donc c'est déjà arrivé, mais j'ai pas un souvenir comme ça aussi fort. J'ai pas eu la malchance de jouer ou de découvrir qu'un de mes partenaires était malade comme ça. Non, ça m'est pas arrivé. Non, moi non plus. Moi non plus. Iraï Alvarez, d'ailleurs, qui devrait pouvoir rejouer bientôt avec l'Athletic Bilbao. Il a fait bien sûr sa chimio pendant l'été. Et son club basque a dit qu'il était en bonne voie de guérison. Mais si on a retrouvé une autre photo. Plus marrante. Ah oui. Un peu plus long. Ça n'a jamais été très long, ça pousse pas trop chez toi. 99, ça. Jamais content. 99 à l'OM. Si, c'est bien. C'est pas mal, ça. C'est ça, oui. Bon. C'est du galas, quoi. Tu joues avec la chaîne en or déjà? Bah oui, t'étais à Marseille. La chaîne en or qui brille. Non, mais là, celle de Roland. C'est la photo de... T'as piqué celle de Roland? C'est le milliard aussi, c'est le milliard, quoi. C'est la photo d'avant-saison, c'est pour ça. Messieurs, Georges Weah aurait été élu président du Liberia, ça y est. C'est vrai? Non. Je suis content. Énorme. J'en parlais il y a 2 jours. Énorme. Il avait échoué. Il avait échoué contre celle qui a été élue. C'était une femme, je crois, qui avait été élue présidente, il me semble, il y a quelques années. Et moi, je suis super content. T'as joué, toi, avec... Oui, à Milan, j'ai joué avec lui. Moi aussi, moi, j'ai joué après à Chelsea. Toi, t'as joué à Marseille. On a tous joué avec Georges. Vous avez tous joué avec lui. Ouais. Donc, premier footballeur africain à remporter le Ballon d'Or, premier footballeur tout court à devenir président d'un pays, donc en l'occurrence, le Libéria. Le plus dur commence quand même, parce que il paraît qu'il est vieux là-bas. Mais il a beaucoup grandi en quelques années, qu'il s'est bien entouré. Mais il paraît qu'il est très bien. Quel souvenir est-ce que vous gardez de lui en tant que coéquipier? Extraordinaire. Un grand monsieur. Ah ouais, extraordinaire. Un grand monsieur. Moi, j'ai connu que 6 mois, parce qu'il est venu que 6 mois au club, à Chelsea. Générosité, talent toujours,
Il ne pouvait plus jouer 90 minutes. Il jouait, il rentrait une demi-heure et il te mettait toujours le feu, comme il l'a fait pendant toute sa carrière. C'est un joueur exceptionnel. Mais moi, c'était plutôt sa bonhomie quoi, qui me plaisait. Et il est même devenu mon sponsor, puisque même amicalement, bénévolement, puisqu'il avait sorti des chaussures Georges Weah. Et moi, je jouais avec ses pompes. J'étais fier de jouer avec les chaussures de Georges Weah. Super. Moi, je l'ai connu, il était en pleine bourre à Milan. Super, super voilà. Mec. Et puis voilà, toujours le sourire, la rigolade avec les Italiens, la bonne phrase, d'une générosité. Moi, je me souviens à chaque fois qu'on sortait de Milanello, alors, c'était à l'africaine, hein, du centre d'entraînement à Milanello, donc il sortait avec sa voiture, il y avait toujours une dizaine, quinzaine, vingtaine d'Africains qui attendaient que Georges leur donne des billets. Et à chaque fois, il ouvrait les portes et il donnait des billets à l'un, à l'autre. Et tous les jours, c'était le même rituel. Et toujours, il était avec le sourire, toujours. Et puis quel joueur. Mais quel joueur, c'était un joueur fantastique. J'adorais ce joueur. Il était génial, génial. Et quand il a joué à Paris, moi, j'avais joué avec Strasbourg. Et je me rappelle, à un moment donné, je le bouscule un peu et il tombe et l'arbitre dit penalty, je te jure. Et là, je l'ai regardé, je me suis mis à côté de lui, j'ai fait excusez-moi, monsieur Weah, franchement, foutez de la gueule du monde. Le mec, c'était un monstre. Mais tu vois, d'une baraque que t'as une barre. Et je l'ai poussé, toi, comme ça, et il est tombé, l'arbitre, il fait penalty. J'ai dit, ah putain, ça déconne, si en plus vous avez besoin de ça pour gagner des matchs, vous n'avez pas besoin d'en sortir. Un monstre, le mec. Ah bah oui, il était solide. Ah, il était costaud. Les jambes. Tu te souviens, un de ses plus beaux buts, tu dois pas l'avoir. Ah, c'est... Quand il faut piler droit, mais quand il traverse tout le terrain, là. À San Siro. À Milan, là, à San Siro, et qui marque, c'est le but. William, quel souvenir est-ce que vous gardez de lui, vous, en tant que coéquipier? C'était un grand frère pour nous. Tu sais, c'était quelqu'un qui... Sauf pour Marcel. Marcel, vous voulez pas qu'il soit que son mais à Marseille, c'était un grand frère pour nous. Ouais, bon, nous, non, je dis sauf Marcel. Marcel qui? De Sailly. Mais Marcel, il l'a pas connu à... il l'a connu à Chelsea. À Marseille. Non, mais à Milan. Il l'a connu à Milan. Il l'a connu à Milan. Il lui a dit, mes grands frères, c'est moi, ça laisse tomber. Mais nous, à Marseille, comme c'était le plus ancien, il était très près de nous, tu vois. Il nous parlait beaucoup, il nous conseillait énormément, tu vois. Il avait un peu déjà ce discours d'un politicien. Protecteur, t'expliquer. Asseyez-vous, je vais vous expliquer, tu vois. Et on était là, on l'écoutait, parce que voilà, on le voyait quand il jouait au Paris Saint-Germain, à Milan. C'est-à-dire que nous, on était fans de lui. Et là, le fait de jouer avec lui, tu vois, tu le regardes, tu dis, Mr. George, quoi, tu vois. C'est quand même quand tu vas en politique, alors je ne sais pas comment ça fonctionne au Libéria et quelle forme de démocratie tu as là-bas, mais il serait... Imaginons que Zizou décide d'être président, puisqu'on l'avait en 98. Mais si tu choisis un parti en France, tu es détesté par le reste des gens qui soutiennent pas ce parti-là. Je pense que ce serait pas possible pour un sportif de haut niveau de faire l'unanimité, comme Georges est capable de le faire au Libéria. Je pense que c'est vraiment scindé en deux. Il y a Klitschko qui s'est présenté, je crois, en Ukraine aussi. Il y a Romario qui fait de la politique au Brésil, mais qui fait partie, qui n'est pas au tête de liste. C'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Alors, en Afrique, c'est particulier. On peut imaginer que Samuel Eto'o aussi, à un moment ou un autre, peut-être, quand il aura arrêté le ballon. El Hadji Diouf aussi. El Hadji Diouf, qui veut déjà être maire de son village. Mais pour l'instant, en tout cas, l'élection est un peu contestée. On va attendre les résultats définitifs. C'est en cours de recomptage. Il est donné largement favori. Donc on attend confirmation. Messieurs, toute la semaine, on vous a fait découvrir le portrait de boxeurs qui se retrouveront demain à la Sud de France Arena de Montpellier pour la deuxième grande soirée de boxe de la team Altis. Ce soir, je vous propose de découvrir Yvan Mendy. 4 mois après sa dernière sortie et depuis qu'il a conquis la ceinture WBC Silver des légers, Yvan Mendy va remonter sur le ring. On regarde une petite bande-annonce. Un objectif, champion du monde. Champion du monde. Un objectif, champion du monde. Première étape, le 12 octobre à Montpellier. Ça tape. Rendez-vous donc demain à partir de 19h sur SFR Sport. Julien, pour terminer, un petit mot. Je crois que vous avez un petit message pour votre sœur. Oui, effectivement, j'ai un petit message. C'est son anniversaire là, dans quelques minutes. Je crois qu'il est minuit passé. Elle s'appelle comment ? Pas encore.
Ouais, presque. 1 minute. Elle s'appelle Chloé et elle est à Bali pour ses études. Et voilà, un petit clin d'œil à Chloé, elle. On lui bon souhaite anniversaire, un gros joyeux bisous. anniversaire. Salut Chloé, t'es un frère génial. Salut. Et Bali, ça va, arrête les vacances, rentre à la maison. Il est avec votre fille. Voilà. Joyeux anniversaire Chloé, messieurs. C'est déjà la fin de l'émission. Nous, on se retrouve demain, 22h45. Merci beaucoup. Merci Julien. Sarah, c'était Merci. génial. Demain, un vestiaire 100% box. Ouais, non, vous pouvez Je cherche la glace. On va investir dire si je suis 100% génial ou box. pas. Après notre grande soirée, on vous proposera pour l'occasion un vestiaire avec Brahim Asloum, Jean-Marc Mormec, Maillard Monchipour et Laurent Boudouani. Soirée exceptionnelle autour de 4 grands champions. Il est infernal. À demain. Tu m'as fait rire, mon Et bonne soirée à tous. Il a toujours été comme ça. Tu m'as fait rire, mon Toujours gars. été Allez, viens comme ça. Julien, on va boire un verre. De toute façon, tu l'enlèveras pas, sinon tu le tues. S'il peut pas, Charles, s'il peut pas.